Le 12 août de l'an 30 avant Jésus-Christ, les portes du mausolée où Cléopâtre s'était enfermée furent forcées par des soldats romains. La femme qui avait dirigé l'Égypte pendant 22 ans en tant que dernière souveraine de la dynastie ptolémaïque était désormais acculée à l'intérieur d'un tombeau qu'elle avait elle-même fait construire. Dehors, Octavien attendait. L'homme qui allait bientôt devenir l'empereur Auguste avait pourchassé Cléopâtre à travers la Méditerranée, détruit sa flotte à Actium, conquis Alexandrie et poussé Marc-Antoine à la mort. Enfin, la reine était à sa portée. Ce qui se déroula au cours des 11 jours suivants, menant à la mort de Cléopâtre le 12 août, allait révéler un niveau de cruauté calculé que les historiens romains ultérieurs s'efforceraient soigneusement d'obscurcir. La version officielle raconte une fin digne, presque poétique, la reine choisissant le suicide par la morsure d'un serpent sacré. Mais la réalité préservée dans les lettres privées et les récits de première main est bien plus sombre. Pour comprendre le sort de Cléopâtre, nous devons d'abord comprendre ce qu'elle représentait pour Octavien. Elle n'était pas simplement une ennemie vaincue ou une rivale politique. Cléopâtre incarnait tout ce que Rome prétendait publiquement mépriser, le pouvoir féminin sans intermédiaire masculin, la richesse orientale menaçant les idéaux d'austérité romains et, plus dangereusement encore, une légitimité dynastique rivalisant avec les ambitions impériales d'Octavien. L'alliance de Marc-Antoine avec Cléopâtre et sa reconnaissance de leurs enfants comme héritiers légitimes des territoires orientaux avaient créé un précédent intolérable. Cléopâtre n'était pas seulement une reine. Elle était un défi vivant à l'autorité de Rome et à la vision d'Octavien d'un monde romain centré uniquement sur lui-même. La tuer sur le champ ne suffirait pas. Ce qu'elle symbolisait devait être détruit, et cela nécessitait quelque chose de bien plus élaboré qu'une exécution rapide. Lorsque les soldats romains firent éruption dans le mausolée, Cléopâtre n'était accompagnée que de ses deux plus fidèles servantes, Hira et Charmion. Selon Plutarque, qui eut accès à des sources proches des événements, Cléopâtre tenta de se tuer immédiatement, mais en fut empêchée. Ce détail est souvent romancé, mais la réalité fut bien plus brutale. Cléopâtre ne fut pas retenue avec douceur. Elle fut physiquement maîtrisée. Ses vêtements furent déchirés pendant la lutte et elle fut traînée hors du tombeau devant une petite assemblée d'officiers romains qu'Octavien avait délibérément convoqués pour être témoins de sa capture. Cette humiliation publique n'était pas un accident. C'était l'acte d'ouverture d'un spectacle soigneusement mis en scène, destiné à briser non seulement la femme, mais aussi le mythe qui l'entourait. Cléopâtre fut ensuite ramenée dans ses propres appartements au palais royal d'Alexandrie, désormais occupé par Octavien et son état-major. Là, une série de rencontres entre la reine captive et son vainqueur allait révéler les mécanismes bruts du pouvoir derrière les récits policés de l'histoire. Octavien rendit visite personnellement à Cléopâtre le lendemain de sa capture. Au moins 3 officiers romains étaient présents et des fragments de leurs témoignages survivent dans des écrits historiques ultérieurs. Ce n'était pas une rencontre entre égaux et elle ne ressemblait en rien aux négociations dramatiques dépeintes dans les films modernes. C'était un interrogatoire sévère. Octavien exposa avec une clarté délibérée les 2 seules voies qui s'offraient à elle. La première option était une coopération totale. Cléopâtre devait livrer tous les trésors royaux de l'Égypte, renoncer publiquement à toute prétention au pouvoir pour ses enfants et accepter d'être emmenée à Rome. Là, elle serait exilée lors du triomphe d'Octavien, paradée dans les rues enchaînées comme un trophée vivant de la victoire romaine. En échange, Octavien promettait que sa vie serait épargnée et que ses enfants survivants, Alexandre Hélios, Cléopâtre Sélénée et le jeune Ptolémée Philadelphe, ne seraient pas exécutés. La seconde option ne fut jamais énoncée directement, mais elle planait sur chaque mot. Le refus signifiait la mort immédiate pour Cléopâtre et ses enfants, l'extinction totale de la lignée ptolémaïque et la réduction de l'Égypte au rang de province romaine. Cléopâtre demanda du temps pour réfléchir. Convaincu de détenir un contrôle absolu, Octavien accepta. Ce qui suivit au cours des jours suivants démontra à la fois l'intelligence stratégique de Cléopâtre et le système impitoyable qui s'était refermé sur elle. Elle commença à négocier, non pas directement avec Octavien, mais avec ses subordonnés, en particulier Cornelius Gallus, l'officier chargé de la garder. Elle offrit des pots de vin. Elle fit des promesses. Elle tenta de créer des fractures au sein de la structure de commandement romaine. En même temps, elle fit des demandes qui semblaient inoffensives en apparence, la permission de visiter le tombeau de Marc-Antoine pour accomplir les rites appropriés,
l'accès à certains médicaments pour soigner les blessures subies lors de sa capture, la présence constante de ses 2 servantes. Chaque demande était calculée. Cléopâtre rassemblait la seule forme de contrôle qu'elle possédait encore, l'influence sur les conditions de sa propre mort. Mais Octavien ne fut pas facilement dupé. Ses informateurs rapportèrent les tentatives de corruption de Cléopâtre et notèrent surtout qu'elle avait commencé à manger très peu. Des médecins romains furent envoyés pour l'examiner. Ils rapportèrent des signes cohérents avec une intention suicidaire. C'est alors qu'Octavien déploya l'arme psychologique la plus cruelle à sa disposition. Il ordonna que les 3 enfants survivants de Cléopâtre soient amenés en sa présence sous garde. Césarion, son fils né de Jules César, avait déjà été exécuté en secret quelques jours plus tôt, bien que Cléopâtre ne le sût pas encore. Le message était sans équivoque. Toute tentative de suicide entraînerait la mort immédiate de ses enfants. Pour la première fois de sa vie, Cléopâtre se retrouva complètement impuissante. La femme qui avait navigué entre les cours et les empires grâce à l'intelligence et la persuasion était piégée par une menace qu'elle ne pouvait ni déjouer ni endurer. Son état psychologique durant ces jours fut documenté avec des détails troublants par Olympo, son médecin personnel, dont le récit survit par fragments cités par Plutarque et Cassius Dion. Il décrivit comment Cléopâtre alternait entre un calme soigneusement maintenu lors des visites officielles et un effondrement émotionnel total lorsqu'elle était seule avec ses servantes. Elle s'infligeait des blessures au bras, cachées sous de longues manches. Elle cessa de soigner son apparence, chose inouïe pour une femme qui avait toujours utilisé son image comme un outil politique. Plus inquiétant encore, elle commença à avoir des hallucinations, parlant comme si Marc-Antoine était présent et tenant des conversations imaginaires avec lui. Le 5 août, 6 jours après sa capture, Octavien rendit à nouveau visite à Cléopâtre. Cette rencontre fut radicalement différente de la première. La détérioration physique et mentale de Cléopâtre était évidente. Son visage portait les signes de traumatisme et de stress extrême. Au cours de plusieurs heures de conversation, elle s'en alla se rendre. Elle accepta une coopération totale, révélant les emplacements des trésors cachés et fournissant des informations détaillées sur l'administration de l'Égypte qui aiderait au contrôle romain. Satisfait, Octavien relâcha la garde autour d'elle. Ce fut une erreur fatale. Cléopâtre n'avait pas capitulé. Elle était passée à la phase finale d'un plan désespéré. Ce qu'elle avait exactement l'intention de faire reste débattu, mais les preuves suggèrent qu'elle n'arrangeait pas simplement son suicide. Elle tentait de s'assurer que sa mort se produirait selon ses propres termes et, surtout, qu'elle ne pourrait pas être exploitée par Octavien dans le triomphe qu'il désirait si désespérément. Le triomphe romain n'était pas seulement une célébration militaire. C'était un rituel politique, une performance de domination au cours de laquelle les ennemis vaincus étaient exposés devant le peuple de Rome. Faire parader Cléopâtre vivante et enchaînée aurait été la conquête symbolique ultime de l'Orient. Cléopâtre était déterminée à lui refuser cette victoire. Mais toute tentative de suicide évidente condamnerait ses enfants. Elle avait besoin d'une mort qui semblerait inévitable ou du moins hors de la capacité de ses gardes à l'empêcher. Et donc, elle attendit. Dans les derniers jours avant sa mort, Cléopâtre s'en l'a changé. Les 10 et 11 août, des témoins notèrent une amélioration visible de son comportement. Elle recommença à manger. Elle parlait plus librement avec ses gardes. Elle discuta même des arrangements pratiques pour son voyage imminent vers Rome. Pour les officiers romains qui l'observaient, cela ressemblait à une reddition. Pour Octavien, il semblait que son esprit avait finalement été brisé. Cette transformation était délibérée. Cléopâtre jouait un dernier rôle, puisant dans les mêmes compétences qu'elle avait utilisées tout au long de sa vie, non pas pour préserver son pouvoir, mais pour gérer les conditions de sa fin. En convainquant ses geôliers qu'elle avait accepté son sort, elle créa l'étroite ouverture dont elle avait besoin pour agir sans mettre ses enfants en danger immédiat. Au matin du 12 août, Cléopâtre fit sa dernière requête. Elle demanda à Octavien la permission de visiter le tombeau de Marc-Antoine une dernière fois avant de partir pour Rome. Elle présenta cela comme un adieu, un dernier acte de deuil avant de se soumettre totalement à l'autorité romaine. Octavien, convaincu qu'elle ne posait plus de menaces et confiant dans son contrôle, accorda sa demande. Ce qui s'est passé cet après-midi-là à l'intérieur du tombeau d'Antoine n'a jamais été entièrement élucidé.
La version qui a survécu dans la mémoire populaire parle d'un serpent caché dans un panier de figues, d'une reine choisissant une mort poétique par la morsure de l'aspic. Mais cette histoire, répétée depuis des siècles, s'effondre lorsqu'on l'examine de près. Premièrement, le venin de serpent, même celui des espèces venimeuses connues en Égypte, tue rarement aussi rapidement ou aussi paisiblement que la légende le prétend. La mort est généralement prolongée, douloureuse et imprévisible. Deuxièmement, Cléopâtre était connue pour avoir étudié la toxicologie de manière approfondie, un fait attesté par de multiples sources anciennes. Elle avait expérimenté avec des poisons et comprenait leurs effets en détail. Une femme avec ces connaissances ne confierait pas sa mort à un animal incontrôlable. Le plus révélateur de tout est ce que les gardes romains trouvèrent lorsqu'ils entrèrent dans ses appartements. Cléopâtre était morte. Tout comme ses deux servantes, Hira et Charmion. L'idée qu'un seul serpent puisse tuer 3 femmes adultes en un court laps de temps met la crédibilité à rude épreuve, jusqu'au fantasme. L'analyse toxicologique moderne combinée à un réexamen des récits anciens suggère une explication bien plus plausible. Cléopâtre a probablement utilisé un poison à action rapide, peut-être un mélange préparé impliquant de l'opium concentré, de la ciguë ou une autre toxine végétale puissante. Les marques sur son bras, décrites plus tard comme des morsures de serpent, auraient tout aussi bien pu être des blessures auto-infligées préexistantes ou même des points d'injection. L'introduction directe de poison dans le sang expliquerait la mort rapide et relativement calme des 3 femmes. L'histoire du serpent n'a peut-être pas été inventée par les seuls propagandistes romains. Il est possible que Cléopâtre elle-même l'ait encouragée. Une mort associée à un symbole égyptien sacré était plus digne, plus mythique qu'un simple empoisonnement. Cela permettait à son acte final de conserver un sens royal et culturel. Mais l'aspect le plus troublant de la mort de Cléopâtre n'est pas la façon dont elle est morte. C'est ce qui a suivi. Lorsque les gardes découvrirent les corps, Octavien fut informé immédiatement. Sa réaction, selon de multiples sources, fut une rage intense. Non pas parce qu'il pleurait Cléopâtre, mais parce qu'elle l'avait privé du prix politique qu'il désirait le plus. Sans Cléopâtre vivante, le triomphe qu'il avait planifié perdait sa pièce maîtresse. La conquête symbolique de l'Orient était incomplète. Octavien ordonna à ses meilleurs médecins de tenter de la ranimer. Lorsque cela échoua, il envisagea brièvement d'exposer son corps embaumé lors du triomphe à la place. Ses conseillers finirent par le persuader que cela transgresserait même les normes romaines en matière de sacrilège. Privé du spectacle qu'il voulait, Octavien se tourna vers les représailles. Il permit à Cléopâtre d'être enterrée avec les honneurs royaux aux côtés de Marc-Antoine, comme elle l'avait demandé dans une dernière lettre. Mais cette concession fut accompagnée d'une campagne systématique pour effacer son héritage. Les statues de Cléopâtre à travers Alexandrie furent abattues. Son nom fut buriné des inscriptions publiques. Les temples et monuments associés à son règne furent altérés ou détruits. Plus durable que la destruction physique fut la campagne de contrôle narratif. Octavien et les historiens qui suivirent son exemple remodelèrent l'image de Cléopâtre pour les générations à venir. On ne se souvenait plus d'elle comme d'une dirigeante capable ou d'une stratège politique qualifiée. Au lieu de cela, elle devint une caricature, une séductrice étrangère, une femme manipulatrice dont la beauté avait corrompu de nobles hommes romains. Cette version de Cléopâtre servait un objectif clair. Elle justifiait la conquête de l'Égypte par Rome. Elle cadrait la victoire d'Octavien comme une nécessité morale, et elle renforçait les angoisses romaines profondément enracinées concernant l'autonomie féminine et le pouvoir oriental. Le sort des enfants de Cléopâtre expose l'hypocrisie finale des promesses d'Octavien. Alexandre Hélios et Ptolémée Philadelphe disparaissent des archives historiques peu après la mort de leur mère. Les historiens débattent pour savoir s'ils ont été discrètement exécutés, exilés ou s'ils sont morts de maladie sous garde romaine. Leur disparition elle-même en dit long. Seule Cléopâtre Sélénée survécut, et uniquement parce qu'Octavien lui trouva une valeur politique. Elle fut mariée à Juda II de Maurétanie, un roi client installé par Rome. Par ce mariage, la dernière héritière vivante de la dynastie ptolémaïque fut transformée en instrument de la politique étrangère romaine. Même la clémence, lorsqu'elle venait, était une forme de contrôle. L'histoire qui survit des derniers jours de Cléopâtre n'est pas un enregistrement objectif. C'est un récit soigneusement façonné par les vainqueurs.
L'image d'une reine mourant gracieusement par un serpent sacré sert de multiples objectifs idéologiques. Elle romantise la mort d'une ennemie, la rendant moins menaçante pour l'histoire. Elle obscurcit les réalités de la captivité, du tourment psychologique et de la coercition. Et elle permet à Rome de se présenter comme magnanime, comme si on avait accordé à Cléopâtre la dignité de choisir sa fin. Les récits moins familiers racontent une histoire bien plus dure. Durant les 11 derniers jours de sa vie, Cléopâtre fut systématiquement dépouillée de tout ce qui avait défini son existence. Son pouvoir politique avait disparu. Son autonomie était éliminée. Sa dignité était érodée par l'humiliation publique et la surveillance constante. Elle fut soumise au chantage émotionnel par des menaces contre ses enfants. Même son corps devint un site de contrôle, surveillé, examiné et régulé par ses geôliers. Le fait qu'elle ait réussi à la fin à récupérer une parcelle d'action est souvent présenté comme une victoire morale. Mais cette interprétation ignore le contexte. Le choix de Cléopâtre n'était pas entre la vie et la mort. C'était entre mourir selon ses propres termes ou être paradée vivante à travers Rome comme un spectacle de conquête. Ce n'est pas une histoire de triomphe. C'est une étude de cas sur la façon dont le pouvoir absolu opère. Comment il réduit même la mort de ses ennemis à du théâtre politique. L'héritage de Cléopâtre a été façonné autant par ce qui est venu après sa mort que par ses actions durant sa vie. Pendant des siècles, elle a été vue presque entièrement à travers les yeux romains. La tentatrice exotique, la femme dangereuse dont l'attrait minait la vertu